il y a un proverbe africain qui dit que le véritable luxe réside dans nos racines. Bonjour à tous, je suis Maëva Nawa et bienvenue dans Fearless. Aujourd'hui, on va parler d'un mot que l'on pense connaître. Un mot souvent également assimilé à tout ce qui brille, le luxe. Sur le continent africain, il prend toute une autre forme, celle des mains qui tissent et également de la matière première. Mais alors, on peut se demander, le véritable luxe africain réside-t-il dans ce que l'on importe ou dans ce que l'on hérite? Pour en parler aujourd'hui, je reçois 3 profils différents, Mandy, Madi et Charles, qui vont donner leur avis sur le sujet. Mandy, Madi, Charles, merci pour l'honneur que vous me faites d'être présent aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je suis Mandy Ezouane Branclay. Je suis passionnée d'art, de culture, mais également de récits anciens, notamment donc tout ce qui concerne le continent africain. Je suis également diplômée de l'École internationale de mode et de luxe de Paris EUDM et bientôt aussi de l'Institut supérieur de marketing de luxe Sub de Luxe fondé par Cartier. À côté de ça, bien avant de communication visuelle à Abidjan, d'où je suis originaire. Je suis aussi créatrice, fondatrice de ma marque de vêtements, plutôt de mode aujourd'hui, qui s'appelle Aura Mix, qui, on va dire, consolide donc tout ce qui est donc héritage africain, artisanat, également beaucoup de raffinement, de modernité et de ma personnalité, qui est en ce moment en pause, mais qui revient très bientôt parce qu'elle évolue avec une nouvelle vision beaucoup plus ancrée dans le savoir-faire et je suis très ravie en tout cas d'être là aujourd'hui pour échanger sur ce sujet qui est très important pour moi. Donc je suis Marie-Danielle Poissy, plus connue sous le surnom, le prénom de Madi. Donc je suis une grande passionnée de communication, de tout ce qui est sujet qui touche à l'image, au storytelling, au récit de marque. Donc je suis diplômée en administration d'entreprise et également en marketing et gestion de marques de luxe. Donc je viens du même institut fondé par Cartier, le même institut que Mandy, donc on est de la même promotion. Et derrière aussi, donc toutes les vidéos Fearless que vous avez pu voir jusqu'à présent, toute la direction artistique, l'identité visuelle, c'était moi derrière parce que je suis aussi directrice de production du média Fearless. Donc derrière, j'ai une grande casquette de graphiste, du UX/UI designer, créatrice d'identité visuelle, donc je suis un peu un couteau suisse de communication et de création d'identité. Bonjour, déjà je tiens à remercier Maëva de m'avoir invité. Je suis Charles Akpes, créateur de la marque Skill.ci qui base sa production en Côte d'Ivoire. Je suis aussi étudiant en économie, plus précisément en comptabilité, et je suis juste ravi d'être là et de participer à mon talk show préféré. On va commencer par la première question. Que signifie pour vous le luxe africain? Est-ce qu'il existe déjà? Et qu'est-ce que le luxe? Qu'est-ce que le luxe africain? Alors, avant de dire le luxe africain, il faut déjà définir le luxe. Donc, le luxe, c'est tout ce qui est, c'est l'idéal, l'excellence en tout, le plus haut de tout ce qu'on peut avoir. Donc ça va être aussi, enfin tantôt dans le matériel que dans l'immatériel, et c'est surtout ce immatériel là qui va englober le bien physique ou le service. Parce que le luxe, c'est l'imaginaire. C'est l'imaginaire, c'est l'idéal, c'est le rêve avant tout. Donc c'est l'idéal en tout. Le plus beau, le mieux fait par qui peut le faire le mieux. Pour moi, enfin pour certaines personnes, on peut dire qu'il n'existe pas qu'un seul luxe. Il existe des luxes, dépendamment de la zone géographique. C'est pour ça qu'on va te parler du luxe italien, le luxe français, et puis on va te parler du luxe africain. Bon, je pense que tout le monde connaît les codes du luxe français. On est là, on vit en France, donc dans la gastronomie, dans le service. Donc les codes du luxe français, on les connaît. Mais on va parler du luxe africain sans donner forcément de pays. On va le prendre dans sa globalité. Donc je pense que il existe, certes, mais il est très flou parce que il n'est pas assez codifié et on pourrait le codifier par zone, par pays. Il n'est pas codifié. Et qu'est-ce que tu en penses, Charles? Pour moi, je pense que le luxe africain n'existe pas vraiment. Elle a dit qu'il était flou, mais pour moi, il n'existe pas vraiment.
Enfin, mais de ce que je vois, les codes utilisés sont plus, c'est pas un luxe pour le paraître, c'est plus un luxe pour être, qui est basé sur des certains symboles, qui est authentique, à l'inverse de, comme elle disait, le luxe européen par exemple. Mais je pense que peut-être dans les manières de faire et dans les matériaux utilisés, on peut parler de luxe, parce que c'est des matériaux nobles qu'on retrouve en Afrique par exemple. Mais le luxe, c'est pas que ça. Le luxe, c'est la manière de faire aussi. Et c'est vrai qu'on a les matériaux nobles, on a l'héritage, on a certaines techniques, mais c'est pas assez façonné pour qu'on parle de luxe encore, je pense. Alors moi, je suis, on va dire, à peu près d'accord, en tout cas avec ce qu'ils disent, à mesure où il n'y a pas, je veux dire, le luxe africain n'a pas encore été réellement défini par les Africains eux-mêmes, parce que on va dire, il a longtemps été observé à travers le prisme occidental, en fait, du luxe, qui est normé vraiment par des codes qui sont plus, enfin, je veux dire, les codes du pouvoir européen et non pas du pouvoir africain. Donc, il faudrait justement donc pouvoir revenir aussi sur comment codifier donc les symboles vraiment du luxe africain, à savoir que c'est pas impossible. Pourquoi? Parce que bon, déjà, on va dire, la somptuosité existait déjà dans nos royaumes africains bien avant les monarchies européennes. Donc, le luxe africain, par exemple, n'a pas besoin de copier Versailles pour pouvoir exister lui-même. Donc, il faudrait qu'il se trouve lui-même aussi. Puisque ce luxe africain est encore à travailler et qu'il y a encore des progrès à faire là-dessus, est-ce que vous connaissez quand même des créateurs qui ont commencé un peu cette élaboration-là et qui utilisent vraiment la matière première africaine et qui la met vraiment en avant? Est-ce que vous avez des références là-dessus? Alors oui, il y a des créateurs qui aujourd'hui quand même, on peut pas le nier, qui sont sur ce marché-là, sur ce segment. Notamment Iman Haïti, hein, dont on parle très souvent. Iman Haïti, créateur camerounais d'origine camerounaise, qui est le seul Africain noir aujourd'hui à avoir intégré la haute couture. Le calendrier de la haute couture, savoir que la haute couture aujourd'hui, c'est un label. Si on revient, si on n'est pas dans la définition exacte du luxe africain, mais qu'on est dans des suppositions, par exemple, de l'utilisation des matières premières, etc., ou de tout ce qui est fait à la main, il y est parce que il utilise donc du raffia qui vient du Cameroun, le textile tissé à la main par les artisans camerounais qui sont dans des régions locales au Cameroun. Même dans les collections, on sent justement l'identité et les symboles que lui a justement identifiés par rapport à son origine, son héritage, même la musique quand il fait ses défilés, etc. Ce sont des chansons camerounaises qui passent, je dis camerounaises, je ne connais pas les peuples exactement, qui passent. Donc, il a en tout cas cette essence-là africaine, camerounaise, qui vient mettre dans sa manière de faire son luxe à lui. Donc déjà pour ne citer que lui, sinon il y a Tebe Magougou en Afrique du Sud, il y a Max Sosa, Tebe Magougou qui a même gagné le prix LVMH en 2019 si je me trompe pas. Donc il y a quand même pas mal de créateurs africains qui sont sur ce secteur-là. Et je vous dis encore pour ne citer que ça. Je suis une amoureuse de marque, de ceux qui se démarquent, ceux que j'ai vus et dont l'identité m'a plu et qui justement fait résonner ces codes-là qu'on ne retrouve pas, qui sont flous pour moi. Il y a, évidemment, je pense qu'on a pu la voir un peu partout. On a vu Tongoro avec Beyoncé qui a habillé Beyoncé, qui a eu un certain rayonnement. Elle a des codes d'une communication qui, quand même, pour moi, se différencie et qui fait luxe africain. Comme on a parlé de la notion de luxe africain, je trouve qu'elle fait un peu son chemin. Il y a aussi Airtumba, donc ça c'est nigérian, et on retrouve aussi ces codes-là dans les créateurs. Donc on a parlé du Nigeria, du Cameroun. On a notre frère ivoirien Ibrahim Fernandez qui fait ressortir les codes justement de royauté africaine dans toutes les tenues qu'il va produire. Enfin, pas toutes les tenues, après ça dépend. Donc, certaines tenues qu'il va créer. Donc je pense qu'aussi on peut valoriser également son travail. Effectivement, on va avoir du raffia, on va avoir du pagne baoulé, on va avoir des références qui viennent de chez nous. Bon, c'est pareil pour Airtumba ou bien pour Tongoro. On va avoir le kori qui va apparaître, on va avoir des pagnes qui, certes, même si les marques elles sont nigérianes, on va avoir des pagnes qui viennent du Cameroun, de l'Afrique de l'Ouest. On va avoir des références
diverses qui regroupent toute l'Afrique et qui ramènent encore à cette notion de luxe africain qui n'est pas forcément ciblé. Personnellement, j'en connais pas vraiment. Mais après, c'est plus vis-à-vis de moi-même parce que je m'intéresse pas forcément à ça. Vu que moi, mon secteur, on va dire, mon secteur entre guillemets, c'est plus le streetwear. Je m'intéresse au luxe, mais c'est plus le streetwear. Et c'est pour ça même que je veux créer une branche dans ma marque, plus corporate, qui pourra être axée luxe, ou même être un mélange des deux. Mais ça, c'est autre chose. Donc, c'est parce que je n'en connaissais pas que j'ai commencé, et aussi par rapport à la production, et parce que tout simplement j'aime mon pays aussi, et que je veux contribuer à son bien-être et son évolution, que j'ai commencé à faire la production à Abidjan du coup. En écoutant vos réponses, j'ai l'impression donc du coup qu'on a quand même des artistes émergents. Mais qu'est-ce qui nous empêche au final d'être juste unis, que ces créateurs se rassemblent et que ils créent ces codes qui manquent pour avoir vraiment ce essor du luxe africain, cette belle émergence de ce luxe? Je pense que c'est à cause de l'individualisme. Et là, je parle de moi-même, mon cas. Chacun veut faire sa place comme dans la vie de tous les jours. Donc, je pense que c'était surtout basé sur ça. Et peut-être aussi au niveau de la communication, du coup. Mais je pense que maintenant, ça s'est arrangé, du coup. Et que maintenant, on veut grandir ensemble. Sur le sujet de l'individualisme, je dirais pas que c'est l'individualisme, je dirais juste simplement qu'ils n'y ont pas pensé, en fait. Ouais. Ils n'ont pas pensé à se dire on va créer une fédération, un comité Colbert africain. Je pense qu'ils ils se sont pas posé la question. Je pense qu'il y a eu différents créateurs, différentes maisons, enfin peu importe le domaine d'activité, hein, des maisons de joaillerie, on en a en Côte d'Ivoire, on en a en Afrique. Elles sont nées, elles ont fait leur business sans avoir un parti individualiste. Elles ont fait leur business, de la façon la plus simple possible, sans se dire, elles ont voulu se créer tout simplement, pas dans une dynamique de groupe, pas dans une dynamique de codification. Ils se sont dit, on aime ce secteur-là, on veut se positionner là-dessus, et ils y ont pas pensé. Et surtout, je pense aussi que quand on est précurseur dans ce secteur-là en Afrique et qu'on voit à côté de moi, il n'y a pas une personne qui a un niveau semblable, j'ai personne avec j'ai personne à qui m'identifier. Je peux pas Il faut voir que la tâche est lourde aussi. C'est ça, je peux pas créer un groupe, créer une confédération, etc. Mais avec le temps, effectivement, tu as raison. Il y a des maisons qui émergent, on peut avoir un même niveau de standard, et aujourd'hui, créer des groupes, créer des confédérations. Je pense que la question n'est même pas au niveau même des créateurs africains, la question est plutôt politique. Il faut déjà des politiques de gestion de tout ça, que des personnes en fait se rendent compte de l'importance déjà de codifier tous ces symboles, de déjà faire naître un luxe africain, etc. Faudrait qu'on sache justement quelle est la portée de cette chose-là, on va dire, pour l'Afrique en général ou l'Afrique en termes de pays. Et une fois que l'important sera justement identifié et que ça pourrait devenir une priorité, même s'il y a quand même d'autres priorités beaucoup plus urgentes quand même en Afrique aussi, etc. Mais si ça peut être aussi une priorité, pourquoi pas justement, comme elle disait, avoir un comité Colbert ou et par exemple en France ici, donc dans le comité Colbert, l'Institut national des métiers d'art qui gère tout ce qui est métiers d'art, donc savoir-faire, artisanat, comité Colbert pour les marques, la chambre syndicale de la mode pour les créateurs de mode. Il y a quand même plusieurs chambres, on va dire ça comme ça, sous-sections d'institutions qui, on va dire, qui régulent vraiment la chose, qui définissent les règles, en ce sens où le luxe même lui-même n'est pas forcément, on va dire, quelque chose d'objectif réellement, mais c'est surtout plus une subjectivité qui a été adoptée par plusieurs personnes qui étaient considérées comme une élite culturelle et économique. Donc, si justement cette élite-là en question, ou juste ce conglomérat de personnes qui sont plus ou moins expertes sur la chose, décide donc de se dire, bon, tiens, on va se mettre ensemble et on va commencer à réguler la chose et à en faire un cas interne, pays, politique, administratif, etc. Et on va maintenant inclure les créateurs dedans. Parce que c'est pas forcément
les créateurs eux-mêmes qui doivent se dire bon, moi je dois aller vers l'autre créateur en fait pour pouvoir faire le conglomérat. J'ai mon business aussi à faire à la fin de la journée. Mais il y a des experts, il y a des personnes qui sont peut-être soit je dis peut-être quelque chose de même, mais des professeurs d'histoire, qui vont justement se dire bon, on a vraiment envie d'élever cette culture là où des personnes qui sont ancrées dans on va dire la glorification de la culture africaine dans son essence, parce que le luxe, à la fin de la journée, c'est une question de culture, de société, c'est une question de récits anciens et de fondements. On parle d'héritage, je pense qu'on en parlera également au fur et à mesure. Et ce sont ces personnes-là, je pense, qui doivent justement étudier la chose. Qu'est-ce qu'on faisait nous-mêmes avant? Le luxe aujourd'hui qui est là, on voit, est-ce que les Africains l'ont pratiqué? Oui. Comment est-ce que le luxe a été pratiqué sur donc le continent africain à travers les différents royaumes, les différents empires, etc. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, comme elle en parlait. Est-ce que ça s'appelait luxe? Je ne pense pas du tout. Et si ça ne s'appelait pas luxe et qu'on veut intégrer ça maintenant au mot luxe, qu'est-ce qu'on va aller chercher pour justement mettre ça au devant et montrer notre culture? Parce que quoi qu'on le veuille, ça a existé dans nos régions africaines. Et donc, ce serait quand même dommage de cacher ça ou de faire comme si ça n'avait jamais existé, comme si on faisait passer ça en fait dans des récits anciens de mémoires oubliés. Une question que je me pose, parce que j'ai l'impression que le luxe au final, et même tout ce qui est création, couture, etc., est plus ou moins sous-estimé. Comment le luxe africain et même les créateurs de mode, etc., peuvent être un levier économique pour leur pays et même pour le continent africain? Bien sûr que c'est un levier. La question à se poser, c'est plutôt est-ce que les Africains veulent en faire un levier? Est-ce que les États, les gouvernements considèrent la place du luxe dans leur politique économique? C'est vraiment ça la question. Et donc ça, c'est au niveau gouvernemental. Maintenant, au niveau des populations, est-ce que les Africains croient eux-mêmes que le luxe peut être un levier? J'ai fait mon mémoire justement sur le développement du secteur du luxe en Afrique, donc l'année dernière. Et j'ai fait un sondage où j'ai demandé, justement, j'ai posé cette question-là, si les Africains croyaient en luxe africain. 72% des répondants ont dit que oui. Donc, la croyance y est, mais on revient encore à se dire, il y a beaucoup à faire. On reste dans l'imaginaire, donc oui, c'est beau, on a la richesse de la culture, on a le savoir-faire, on a tous ces, mais qu'est-ce qui est mis en place au final? Aussi, qui essaie de se tourner vers le premium, vers le luxe, devrait vraiment commencer à se donner la valeur monétaire qu'elle souhaite avoir. Parce qu'on va souvent se donner la limitation du pouvoir d'achat africain en se disant que bon, voilà, on a un pouvoir d'achat qui n'est pas semblable à toutes les zones géographiques du monde. Alors que dans le luxe, normalement, tu dois même pas te soucier. Le prix ne justifie pas. C'est une anti-loi. Les prix ne doivent pas, c'est pas, le rapport qualité-prix n'existe pas. Est-ce que aussi, parce que même moi, travaillant dans une industrie du luxe, en e-commerce, on se rend compte que, en général, les personnes qui viennent sur le site, et même surtout pendant la période de l'été, ce sont en général des personnes qui viennent d'Afrique, qui viennent consommer énormément à Paris, dans différentes maisons de luxe, pour repartir après dans leur pays. Est-ce que ce n'est pas aussi, plus ou moins, c'est pas une faute, mais est-ce que ce n'est pas le fait que même les personnes, la population africaine préfèrent consommer à l'étranger que dans leur propre pays? C'est-à-dire que demain, si par exemple on crée je sais pas moi, un Dior africain, les gens au final vont préférer consommer, donc venir ici, se déplacer, prendre l'avion, venir ici à Dior, que rester dans leur propre pays et par exemple aller typiquement, je sais pas moi, au Nigeria ou au Sénégal pour consommer des produits faits faits par des locaux, mais également qui font partie de la branche de luxe. Est-ce que ce n'est pas également ce problème-là? La chose est que c'est ce qu'il y a en ce moment pour l'instant. C'est ce que les gens connaissent qu'ils vont acheter. C'est ce que les gens estiment qu'ils vont acheter. Et déjà, c'est ce qui est intéressant. Bon, la question d'avant, c'était déjà est-ce que c'est un levier économique? Si on constate déjà qu'il y a un marché présent, s'il y a déjà des Africains qui vont même voyager pour acheter du luxe en dehors de leur continent,
c'est qu'il y a un marché. Donc, ce marché-là peut déjà même être comblé de manière locale. Mais bon, on reviendra dessus tout à l'heure. Mais ils n'achètent que ce qu'ils connaissent ou que ce qu'ils estiment être vraiment à valeur. Comme elle disait tout à l'heure, ce qui est inestimable pour eux, ce qui a vraiment une symbolique de rareté ou une symbolique de statut social, c'est ce qu'ils vont, ou là, ce qu'ils savent être vraiment de qualité, c'est ce qu'ils vont aller acheter. Ils vont pas, Dior est là depuis des années, combien, 1900, quoi, 50 ou je ne sais plus. Bon, à côté de ça, il y a X qui est au Nigeria, qui fait ça depuis 20 ans, même si son artisanat est parfait, même si son savoir-faire est parfait, que le vêtement, même peut-être même à des points forts par rapport à ce que Dior fait, etc. On ne citait que cette marque-là. Le consommateur va toujours voyager en gré pour aller chercher ailleurs parce qu'il ne sait pas forcément que X peut-être fait ça ou que X n'a pas assis, on va dire, sa légitimité réelle en fait depuis des années. C'est pour ça qu'on parle également de temps, de laisser aussi le temps aux marques de pouvoir s'installer et de créer vraiment aussi leur imaginaire. Et d'un autre côté, il faudrait aussi que les Africains fassent confiance en leurs producteurs locaux. Sinon, si eux-mêmes ne consomment pas, oui, dans tous les cas, il y aura toujours des personnes pour consommer, mais ce sont les premiers qui doivent justement consommer ça. Et pour revenir sur l'économie, justement, le marché existe. Vous voulez consommer du luxe. Les artisans sont là eux-mêmes. Il faudrait, comme on disait tout à l'heure, juste que des personnes s'asseyent, réglementent la chose pour que tout soit beaucoup plus formel, parce que l'écosystème du luxe, on a. Et produire localement, ça serait vraiment bénéfique, sincèrement, pour tous, au lieu d'exporter déjà nos matières premières brutes à peu de... C'est vrai. À moindre coût, alors qu'on peut transformer ça nous-mêmes sur le continent et vendre ça justement au prix que le luxe désirera fixer par rapport à ce qu'on fera. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est là où les maisons même dont on parle, qui ne sont pas africaines, elles-mêmes viennent se... Exactement. Voilà, elles-mêmes viennent, comme on dit, se fournir, sourcer leurs matières premières sur le continent africain. Que ce soit en termes de joaillerie, de pierres précieuses, d'or, matières premières pour le parfum, ce soit même pour le coton, bio, naturel, on a, etc. On l'a. Et pas qu'en termes de matières premières, même en termes de main-d'œuvre aussi, même. Et même en termes d'inspiration. On parlait de Dior de suite. On peut citer le Boubou Dior. Le Boubou Dior. Le marché, déjà, en termes d'achat, il est là, parce qu'il y a la consommation, il y a la volonté, mais le marché même de production, la capacité de production, en tout cas, tout le monde est là. Les artisans, les forgerons, les bijoutiers, les couturiers, les tisserands, qui d'autres encore. En tout cas, tout le monde, on en a sur le continent depuis les époques Samori Touré, etc. et même bien avant. Pour moi, c'est évident que ça constitue un levier économique parce que on a juste à partir du principe on va vendre, donc ça va ça va rapporter de l'argent, tout simplement. Mais je pense que le problème, en tout cas, une partie du problème, c'est l'estime qu'on a pour les personnes qui conçoivent ces produits. Parce que nos couturiers, et je suis bien placé pour le truc, de le dire puisque je produis à Abidjan du coup, nos couturiers n'ont rien à envier, à part la rigueur peut-être et le sérieux du coup, mais aux autres couturiers dans le monde. Parce que c'est des gens qui ont appris à coudre à partir de rien, sans avoir les bases ni rien. On leur a juste montré. Et avec le temps, ils se sont formés. Et ils n'ont pas cherché à atteindre le niveau du luxe, par exemple. Ils sont juste formés à ce que on leur a appris de base. Et ce qui rapportait de l'argent. Faire les uniformes pour l'école, les tenues, bon, pas forcément pour les mariages, mais vous voyez ce que je veux dire. Les baptêmes, etc. Mais juste, en soi, c'est juste de l'apprentissage. Si on leur apprend et qu'on leur inculque ces techniques, ils pourront le faire. Et j'en suis convaincu. Je suis convaincu aussi qu'ils peuvent le faire à la chaîne. Et c'est ce qu'ils ont fait, par exemple, avec ma marque. J'ai fait des shorts cet été, du coup. Et les shorts, tu regardes les shorts, ils sont basés sur les patrons que j'ai fait moi-même, parce que je fais les patrons. Ils ont fait le short à l'identique. J'ai dû leur montrer comment travailler avec les patrons, parce que c'est pas leur fort. Ils sont plus ils travaillent à l'aveugle, au feeling.
Et ça même c'est bien, et ça même au final c'est bien, parce que il se rattrape et des fois tu regardes, tu te dis, oh, comment il a réussi à faire ça? Ouais, mais c'est mieux de travailler avec le patron. C'est pas grave. Mais juste, c'est possible quoi, c'est possible, et il faut juste qu'on leur accorde de la confiance et qu'on leur accorde des crédits aussi. Une certaine éducation ouais, au final. parce que les gens, je trouve que ils sont plus fiers de dire, ah, je porte du Christian Dior, et dire, c'est le petit couturier que je connais. Et ça, c'est dommage, du coup. Ça, c'est dommage. Pour répondre à justement ta deuxième question, comment ça se fait que les Africains soient les premiers consommateurs de luxe? Tu me corriges, hein. Oui, bien sûr. Dans les premiers, oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a 2 points là-dessus. Il y a la question de confiance, qu'on a parlé. L'Africain, même si il y a des revendeurs de certaines marques qui vont être en Afrique, ils vont aller vers ce qu'on appelle la maison mère. C'est vrai. Se dire, là, je suis sûre que c'est authentique. Ils ne vont pas forcément faire confiance aux vendeurs agréés, même souvent, ils ne vont pas faire confiance. Ils peuvent ne pas faire confiance au prix, ils peuvent ne pas faire confiance en la qualité, ou tout simplement, ils peuvent ne pas avoir cherché l'information. En se disant que c'est impossible qu'il y ait ce marché-là. Mais avant ça, il y a le fait que les marques de luxe sont frileuses de l'Afrique. C'est-à-dire les marques de luxe européennes sont un peu frileuses de l'Afrique. Elles estiment que le business n'a pas un assez bon potentiel en Afrique. Et pourquoi? À cause des chiffres qu'elles ont. Et justement, ces chiffres-là, j'ai un petit problème avec ces chiffres-là. Elles se disent que les chiffres ne sont pas assez élevés, le pouvoir d'achat n'est pas assez élevé, elles ne reconnaissent pas assez la classe qui est la classe émergente, bien sûr. D'émerger. Elles ne la connaissent pas. Pourquoi? Parce que les chiffres qu'elles ont ne sont pas forcément dernièrement, on était toutes les deux pendant un panel qui parlait des données justement africaines, de la data africaine. Il disait que les data africaines n'étaient pas à jour. Parce qu'elles ne sont pas répertoriées. On n'est pas propriétaire de nos data données, en fait. Donc, les données sur le pouvoir d'achat à destination du luxe ne sont pas réels. Si on te dit que le pouvoir d'achat des gens, ils peuvent pas s'acheter un sac à 2000 €, ils vont prendre cette information. Bien sûr. Ils peuvent pas créer des informations, ils vont pas créer des statistiques. Si les statistiques te disent que non, c'est des business organisés. On va pas aller à l'aveugle parce qu'on a vu une influenceuse africaine qui avait un sac. On va pas aller à l'aveugle, on va avec des données solides. Donc si les données ne permettent pas de s'implanter dans ce marché-là, ils n'iront pas. Mais derrière, nous, en tant qu'Africains, si nos données ne sont pas correctes, ne sont pas à jour, on ne peut même pas permettre l'essor de ce secteur-là venant des marques internationales extérieures. Et quelle est au final votre vision du luxe africain dans les années à venir? Vision, pour moi, on va dire que c'est encore grand. Parler de futur encore aujourd'hui, ça semble aussi assez loin. Mais de ce qui est aujourd'hui, je pense que ce serait... il faudrait déjà définir les codes. Avant toute chose. Définir les codes. On parle d'héritage, on parle de symboles, mais lesquels? Quel est notre luxe aujourd'hui? Y a-t-il des historiens, par exemple, qui sont en train d'étudier la chose? Y a-t-il des artistes qui se penchent sur le sujet? Quels sont les codes des différentes cultures? Est-ce qu'on doit parler de luxe africain ou bien de luxe ivoirien, camerounais, tunisien, etc. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte d'abord et à étudier et à bien définir. Ça n'empêche pas les créateurs de faire ce qu'ils sont en train de faire ou ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est déjà très bien de valoriser ce que eux ils conçoivent comme étant culture et comme étant héritage pour eux, selon ce qui les a façonnés eux ou ce qui a façonné les peuples qu'ils ont étudiés, qu'ils sont en train de mettre en avant, ou les matières ou les symboles, etc. Mais déjà il faut vraiment savoir que l'écosystème existe et réglementer la chose pour faire passer aussi les artisans de l'informel au formel. Travailler par exemple avec les excellents couturiers sénégalais, parce que les couturiers sénégalais magnifiques, sauf que comme tous les couturiers sur le continent, rigueur, discipline, temps, ça finit lundi, c'est pas fini lundi, ça finit dimanche la semaine prochaine. Ils sont excellents, ils sont bons, mais
voilà et tout, et prendre conscience aussi que tout ce qu'on appelle slow fashion aujourd'hui, que l'Europe est en train de glorifier, les Africains le font depuis longtemps. Le sur-mesure que le luxe occidental glorifie. Excusez-moi, moi je vais chez mon couturier, c'est du sur-mesure que je fais chez lui. J'ai du sur-mesure en Afrique. On a même des couturiers de famille. C'est vrai. Qui travaillent pour nous, qui nous font des vêtements mais magnifiques, avec des tissus magnifiques quand on leur donne et qui sont corrects et c'est du sur-mesure. Je veux dire, je le dis tout le temps, l'écosystème en fait est présent. Il faut juste en fait qu'on sache, est-ce que c'est utile pour nous? Oui, c'est utile s'il y a des consommateurs justement. Et donc si c'est utile, comment tirer parti avantage de ça au lieu de toujours donner? Bien sûr. Alors qu'on peut nous aussi, je veux dire, recevoir en termes, là on est sur le plan économique également et bâtir quelque chose de stable et de fort. Et puis bon, je peux dire que on a hâte, en tout cas moi j'ai hâte en tout cas de voir ce qui pourra se faire demain. Je me sens actrice aussi de la chose, du changement, dans la mesure où je continue aussi j'ai décidé de faire des études dans ce domaine, non pas pour comprendre les codes et adopter les codes à l'aveugle, mais pour pouvoir comprendre les codes et savoir justement comment ils peuvent être aussi adaptés, de la mesure où c'est un partage aussi qu'on se fait, parce que là on parle de luxe africain aujourd'hui, mais le japonais aussi, ou le chinois, ou les asiatiques même de manière générale peuvent aussi avoir leur manière de concevoir. On parle aussi d'un marché indien en ce moment qui est en train de fleurir, et non pas de marché de consommateurs seulement, mais de marché de producteurs de luxe. Et on voit en ce moment tous les panels qu'il y a en ce moment sur l'Inde en tant que producteur de produits de luxe ou d'expérience de luxe, parce que le luxe aussi c'est l'expérience. Donc dans tout ça, il faudrait vraiment qu'on puisse le faire. Et donc je suis en train d'étudier également la chose. Je pense qu'on est plusieurs à le faire. Il y a des personnes avant nous qui ont commencé à faire cette chose-là, et je pense que peut-être ensemble, dans un esprit de contraire à l'individualisme, peut-être, on peut réfléchir, s'asseoir et penser à ça, et comment justement ensemble on pourra définir le luxe de demain ou le luxe d'aujourd'hui même, qui peut être même fait. Mais bon, tout dépend des priorités de chacun. C'est vrai. Et voilà. Par rapport à la vision que j'ai sur le luxe dans les années futures, je trouve, pour appuyer mes propos, qu'il faut juste estimer celui qui produit, et il faut que le client change de comportement, et il faut aussi que celui qui produit change de comportement aussi du coup, et qu'il soit plus rigoureux, pas qu'il s'inspire des autres, mais juste adopter les codes d'ailleurs. Et je trouve qu'au final même, il n'y a pas que ça aussi. Il faudrait un peu aussi s'inspirer d'ailleurs au final, mais quand je dis ça, c'est plus par rapport à nos codes, à nos symboles. On les utilise, mais on se base trop sur eux. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et au final, c'est redondant. Par exemple, pour moi, je me suis jamais intéressé à ça parce que je trouve ça redondant. Même tout ce que je voyais quand j'étais petit par rapport aux vêtements faits en pagne et tout. Je parle pas de wax parce que bon, je suis pas africain, mais j'ai jamais aimé. Et c'est pas parce que je n'aime pas l'Afrique ou je n'aime pas mon pays et que je rêve d'autres choses ou quoi. C'est folklorique. Ouais, c'est juste. Je n'aime pas, je trouve pas ça beau. Voilà. Et l'utilisation qu'on en fait, à l'utiliser et le réutiliser partout. Vraiment, non. C'est pas ça. Je trouve qu'on devrait un peu ouvrir les horizons, mais en gardant nos racines, tout simplement. J'aime beaucoup vos deux réponses, vos visions Merci beaucoup. du luxe africain pour demain. Moi, franchement, demain, je rêve d'un luxe africain qui soit individualisé par zone. De la même façon dont on aime à dire que l'Afrique c'est pas un pays. On pourrait parler de luxe selon les pays pour moi. Je rêve d'un luxe où on a le focus sur un univers, où on a un storytelling travaillé, où on a une communication impactante, parce que je trouve que on a trop peu de travail sur les récits de marques qui se veulent luxe,
et africaine aujourd'hui. Les univers ne sont pas travaillés, ils ne sont pas codifiés, il n'y a pas de symbole clé. Avec ça, on ne peut pas embarquer les personnes dans notre univers et on ne peut pas séduire parce que les lois dans le luxe, et c'est une anti-loi, c'est parce que c'est pas le marketing classique, les anti-lois du marketing du luxe veulent qu'on séduise au-delà de notre cible, au-delà de notre clientèle. Mais si ton univers n'est pas codifié, ne fait pas rêver, comment est-ce que tu peux séduire? Donc, je pense que il y a un problème de communication, déjà, de branding qui existe aussi, donc dans tout ce qu'on veut faire. On pense produit, mais il ne faut pas uniquement penser produit. Même si on veut le top du top, l'idéal, le plus haut du savoir-faire fait par les personnes qui savent le faire, parce que on a le savoir-faire en Afrique. Il faut que aussi ce savoir-faire soit codifié, soit normé, qu'ils aient toutes les armes pour être encore plus bons qu'ils ne le sont aujourd'hui. En plus de ça, je rêve d'un luxe qui est uni, même si on doit s'individualiser en créant un luxe, des luxes par pays. Je veux qu'on soit unis demain et qu'on puisse codifier, qu'on puisse créer notre comité Kofi, notre comité Quadio, notre comité Keita demain et qu'on puisse avoir un luxe qui se démarque parce que la richesse culturelle de l'Afrique est tellement immense qu'en fait, elle était tellement immense qu'on a banalisé nos savoir-faire. Donc, je rêve d'un luxe qui arrive à valoriser ces savoir-faire, qui arrive à les brander correctement avec un univers qui parle et qu'on arrive finalement à se séduire nous-mêmes parce qu'il faut qu'on arrive à séduire et éduquer la population africaine sur ce luxe africain avant de pouvoir séduire les ailleurs. I have a dream. Merci à vous pour tous vos mots, pour votre sagesse, votre savoir-faire également et votre expérience. On peut en conclure, comme l'a dit également Madi, nous rêvons tous d'un luxe qui aura plus d'impact dans les années à venir. Mais au-delà du rêve, je pense que nous sommes également une jeunesse qui est prête à oser et qui a de l'avenir également. Et je pense que dans quelques années, vous serez vraiment étonnés de voir ce luxe africain qui a plus d'ampleur et qui est également plus utilisé par sa population. Avant de terminer, j'ai une petite question. Est-ce que vous pensez que le wax est africain?